Bonjour à tous, capsule juridique numéro 139 du 13 février 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs infos et je suis censée être en déplacement, d'ailleurs je le suis, mais vu la quantité d'infos qui tombent tous les matins, je crois que si je ne vous fais pas une capsule aujourd'hui, celle de la semaine prochaine va me prendre 3h30. Voilà, alors en France tout d'abord, le 23 janvier, le Conseil de prud'homme de Lons-le-Saunier a rendu 2 décisions importantes en lien avec la réintégration du personnel soignant non vacciné. 2 salariés, éducatrices au sein d'une association, avaient été suspendus, faute d'avoir démontré s'être pliés à l'obligation vaccinale. Bien qu'elle soit désignée dans les décisions comme éducatrice, il s'agit bien de personnel soignant, car l'association était un lieu d'accueil pour personnes handicapées. Les 2 affaires étaient évoquées ensemble et le Conseil de prud'homme a rendu 2 décisions allant dans le même sens. Différents arguments étaient invoqués par les soignantes pour contester leur suspension. Tous les arguments de droit interne, notamment sur la constitutionnalité de la loi du 5 août 2021 qui prévoit l'obligation vaccinale, sont écartés, mais une argumentation basée sur la Convention européenne des droits de l'homme fait mouche. Il s'agissait d'invoquer une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prévoit notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il prévoit aussi qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la santé publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Fin de citation. Les soignantes soutenaient toutes deux que la loi du 5 août 2021 était contraire à cet article 8. Alors je prends une des 2 décisions, mais les 2 vont dans le même sens. En réponse, son employeur invoquait un arrêt rendu en 2021 par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire Wawrinka contre République tchèque. Alors pour votre information, cet arrêt est souvent cité par les promoteurs d'une obligation vaccinale concernant la Covid, mais pourtant il était relatif à un tout autre type de vaccin, beaucoup plus classique, et surtout il visait un cas dans lequel les sanctions prononcées contre les parents qui en République tchèque refusaient de faire vacciner leur enfant étaient assez légères, donc on n'est pas dans une situation comparable. Et dans les 2 affaires que j'évoque aujourd'hui, le Conseil de prud'homme poursuit dans les termes suivants. Alors, je vais vous lire un article relativement long, car les décisions sont importantes, notamment parce que les juges acceptent enfin d'appliquer une règle juridique primordiale, c'est-à-dire celle selon laquelle chaque juge, quelle que soit sa juridiction, a le pouvoir et même le devoir de vérifier si une loi interne est ou non conforme aux conventions internationales. Alors, voici le long extrait d'une des décisions, l'autre étant quasiment identique donc. Je cite. Comme l'a rappelé un arrêt de la Cour de cassation le 15 décembre 2021, lorsqu'une partie à un procès soutient que la loi viole une convention internationale d'applicabilité directe, il revient aux juridictions du fond, juge naturel, de trancher le litige sur la conventionnalité ou non de la loi. Si des requêtes de citoyens français sont en cours de traitement concernant l'obligation vaccinale de Covid-19 auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, aucun des arrêts cités par les parties ne concerne la vaccination obligatoire Covid-19 dans le cadre professionnel. Il convient donc de vérifier que l'article de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en imposant la vaccination à certains salariés de la santé et pour ceux exerçant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et prévoyant comme conséquence en cas de refus par les salariés de la suspension de leur contrat de travail sans rémunération est conforme à l'article 8, donc de vérifier si l'article est conforme à l'article 8 de la dite convention. Selon une autre jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la vaccination obligatoire en tant qu'intervention médicale non volontaire constitue bien une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée. C'était une affaire Solomakin contre Ukraine. Et c'était un arrêt qui datait du 15 mars 2012. Nonobstant le fait que la vaccination contestée n'a pas été effectuée par la demanderesse, donc notre soignante ici devant le Conseil de prud'homme, cette dernière a subi les conséquences directes du non-respect de l'obligation vaccinale. Son contrat de travail a été suspendu et elle ne perçoit plus de rémunération depuis le 14 septembre 2021. La conséquence de la non-vaccination peut être qualifiée d'importante, voire lourde et sérieuse du fait du caractère alimentaire du salaire. Au cas d'espèce, il y a bien eu une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, donc sous-entendu par l'État français, par la loi. Je poursuis la citation.
Cependant, pour déterminer si cette ingérence a emporté violation d'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de rechercher, comme l'invite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si cette ingérence était ou non justifiée au regard du second paragraphe de cet article, c'est-à-dire si elle était prévue par la loi et si elle poursuivait l'un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans cet article de la Convention, et si elle était à cet effet nécessaire dans une société démocratique, comprise comme répondant à un besoin social impérieux, et en particulier si l'ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi. Plus précisément, selon les critères définis par la jurisprudence de la dite Cour européenne, il convient de déterminer si le bénéfice rapporté par l'obligation justifie la restriction de la liberté de choix. À cette fin, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'il est nécessaire de démontrer que les valeurs protégées dans un tel système l'emportent sur les valeurs auxquelles il est porté atteinte. Un peu plus loin, je vous passe 2 paragraphes, je poursuis. Au cas d'espèce, la soignante avait été embauchée en qualité d'éducatrice auprès de personnes en situation de handicap. Son contrat de travail est suspendu depuis le 15 septembre 2021 par application de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui a instauré à titre provisoire un nouveau cas de suspension du contrat de travail non rémunéré lié à son refus de se faire vacciner contre la Covid-19 sans qu'elle justifie de contre-indication médicale. Je passe 2 paragraphes et je reprends un peu plus loin. Toutefois, cette suspension et en conséquence la réintégration des salariés concernés dans leur emploi est soumise à l'autorisation de la Haute Autorité de Santé, HAS, qui est chargée par la loi d'évaluer et de constater cette évolution. Compte tenu de ces éléments et des motifs invoqués dans la loi et du poids des valeurs en jeu, la loi en question avait pour finalité de gérer les incertitudes en termes de santé publique pendant la pandémie, qui ne devait pas s'étendre au-delà. La mesure de suspension du contrat de travail pour les salariés en contact avec les personnes vulnérables pour les protéger apparaissait proportionnée et nécessaire, étant essentiellement protectrice et non punitive durant le temps de la pandémie et de la crise sanitaire. Or, au jour du prononcé du jugement, la suspension du contrat de travail, qui devait avoir un caractère provisoire, pris en application de la dite loi, devient une suspension à durée en réalité indéterminée. La conséquence, qui perdure dans le temps, apparaît excessive et disproportionnée au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde et en l'absence de clause claire de revoyure et sans que soient définis par la loi avec suffisamment de précision les critères permettant de disposer des données scientifiques précises et complètes sur la pandémie et de connaître la pertinence de la vaccination des salariés exerçant dans le secteur médico-social, permettant de s'assurer que les valeurs protégées l'emportent sur les valeurs auxquelles il est porté atteinte. En conséquence, il sera ordonné la réintégration de la demanderesse à son poste. L'employeur n'a pas été condamné à verser les rappels de salaire parce que le Conseil de prud'homme a estimé qu'il n'avait pas violé la loi interne. Donc très belle victoire sur les principes, même si pour l'instant le rappel de salaire n'est pas ordonné, ce qui est évidemment important pour les soignants, ça c'est évident, puisque le Conseil de prud'homme estime que l'employeur n'a pas violé le droit interne. Mais par contre, le fait que cette loi du 5 août 2021 soit, selon les juges de cette juridiction contraire à la Cour européenne des droits de l'homme, est une très belle avancée. Affaire à suivre, j'ignore si l'une ou l'autre des parties a fait appel. Ça pourrait être un appel de l'employeur, à mon avis il le fera, et ça pourrait être aussi un appel des soignantes concernant les rappels de salaire. Alors en France toujours, l'association CSAPE met en lumière un gigantesque détournement d'argent public au sein du système social français. Vous vous souviendrez que dans ma capsule numéro 124, le 19 décembre, j'avais interviewé moi-même Raphaël Cohen. À la fin de notre interview, il évoquait un autre dossier dont s'occupe cette association de lutte contre la corruption. Et voici ce que disait Raphaël à la fin d'une interview que j'avais diffusée. Après, si tu as d'autres questions, ça sera avec plaisir. Pour l'instant non, mais est-ce que tu reviendras nous informer de la suite ? Oui, il y aura une prochaine interview où je vais, on va dire, vous informer du plus gros scandale qu'il y a jamais eu sur cette planète en matière de pyramide de Ponzi. Bon, ça ce sera pour notre épisode 2. Mais en tout cas, merci beaucoup Raphaël pour tes explications et affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. Ce dont il parle dans ces petites phrases un peu énigmatiques, c'était précisément ce scandale dont il est question dans la vidéo qui a été tournée sur la chaîne d'Akina, donc le Front médiatique, et que je vous recommande très très vivement d'écouter. Raphaël et Patrice, qui est quant à lui le directeur de cette association, Raphaël étant le directeur juridique, sont interviewés en tant que représentants de la CSAPE et expliquent parfaitement non seulement la situation actuelle, mais la raison pour laquelle l'action a été lancée. Donc ça c'est vraiment très important, faites tourner cette vidéo partout, je l'ai mise également, j'ai mis le lien sur mon canal Telegram si vous ne le trouvez pas ailleurs, et il est évidemment au bas de cette capsule.
En France encore, un enseignant qui avait participé à une manifestation non déclarée en novembre 2021 était poursuivi parce qu'on lui reprochait d'avoir lui-même organisé cette manifestation. Il était poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Épinal dans les Vosges. L'affaire avait été plaidée il y a un peu plus d'un mois, le début janvier, et un jugement a été rendu le 9 février, relaxant totalement l'enseignant des charges pour lesquelles il était poursuivi. Je vous lis l'article qui annonce cette information puisqu'il n'est pas très long. Je cite. Le procureur avait demandé une peine de 500 € d'amende et 6 mois d'interdiction de manifester. Il n'en sera rien. Andreas Pfeffer est finalement relaxé, rien n'ayant permis d'affirmer qu'il était l'organisateur du rassemblement, notamment les images de vidéosurveillance qui ont été visionnées. Je suis soulagé et fier, affirme l'avocat du professeur d'allemand. Aujourd'hui, on a une justice qui a été clairvoyante. Pour les piliers de notre démocratie, je suis soulagé. Selon elle, il s'agit manifestement de Nancy Rizacher, dont j'ai déjà souvent parlé. Selon elle, il s'agissait d'une accusation sans fondement. Le parquet a voulu faire un exemple, car Andreas est connu pour son engagement. Le professeur avait en effet dû faire face à d'importantes difficultés pour défendre ses convictions. Il avait été un temps suspendu après avoir dénoncé le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires, notamment le port du masque imposé aux enfants pendant de longues heures de classe. Des mesures maltraitantes selon l'enseignant qui cite à l'appui les études et rapports d'institutions de santé nationales et internationales telles que l'Eudravigilance, le CDC aux États-Unis ou la NSM en France. Le professeur s'est également opposé à la promotion d'un pseudo-vaccin qui met les enfants en danger. Andreas Pfeffer, donc ce professeur, se dit aussi soulagé par la décision du tribunal. Il remercie son avocate qui a fait une plaidoirie exceptionnelle le 10 janvier et toutes les personnes qui l'ont soutenu, etc. C'est un droit fondamental de notre Constitution, dit-il. On défend depuis maintenant plus de 2 ans le maintien de nos droits et de nos libertés, explique-t-il. Les droits et les libertés sont bafoués. Si la décision rendue aujourd'hui va dans le bon sens, il y a encore bien des combats à mener. Je suis très inquiet, dit-il, je continue à manifester et à me mobiliser. Et les sujets de préoccupation ne manquent pas. Les soignants suspendus ne sont toujours pas réintégrés. Le professeur évoque également le traitement réservé à ceux qui sortent de la doxa, qui se retrouvent traînés dans la boue, traités d'une manière qui n'est pas digne du pays des droits de l'homme, et notamment dans le domaine médical. J'ai une très grande pensée aujourd'hui pour tous les lanceurs d'alerte. Fin de citation. Donc on peut quand même faire une petite remarque aussi sur le réquisitoire qui avait été fait, parce que non seulement on demandait donc une peine de 500 € d'amende, mais 6 mois d'interdiction de manifester. À ma connaissance, je ne crois pas que la loi prévoit quelque part une peine qui puisse, une catégorie de peine qui puisse justifier une interdiction de manifester. Alors je ne connais pas la loi pénale par cœur, mais je suis assez étonnée par ce type de réquisitoire. En Allemagne, à présent, le 10 février, un journal allemand, le Berliner Zeitung, publiait à l'adresse que j'indique sous ma capsule un article intéressant. Au moment où j'ai été jeter un œil, l'article était déjà censuré. Donc, réflexe numéro 2, passer par le site archive.org où j'ai trouvé l'article qui avait été sauvegardé et je mets donc l'adresse de cette archive également sous ma capsule. Cet article disait essentiellement ceci. En début d'article, on lisait, je cite, « Des juristes ont constaté de graves manquements dans l'autorisation de mise sur le marché des nouvelles préparations à base d'ARN messager contre le Covid-19. » Un peu plus bas, l'Agence européenne des médicaments et la Commission européenne, en collaboration avec les autorités nationales, ont autorisé des produits de thérapie génique pour une vaccination entre guillemets contre des maladies infectieuses. De telles injections ne sont pas des vaccins au sens traditionnel du terme. Elles contredisent en effet la caractérisation d'une vaccination telle qu'elle figure par exemple dans une directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil prise en 2001. En effet, ils ne contiennent pas d'antigènes, mais le plan de construction de parties de virus, des substances étrangères que le corps doit produire lui-même, la fameuse protéine spike. Les médicaments basés sur les gènes sont soumis à des normes de contrôle élevées. En raison de cela, l'injection conduit directement à ce que le corps fabrique lui-même une substance nocive et non pas directement une substance de défense ou de protection spécifique, comme dans le cas des vaccinations traditionnelles. La formation d'anticorps et donc de substances de protection n'intervient que dans un deuxième temps. L'autorisation des médicaments de thérapie génique en tant que vaccin a été accordée sur une base qui s'écarte des exigences générales posées aux nouveaux médicaments, en particulier aux vaccins et aux médicaments de thérapie génique, et qui est par conséquent discutable sur le plan scientifique et médical. Cela a des conséquences imprévisibles pour la santé de la population. 2 aspects essentiels sont présentés ci-dessous. Tout d'abord, les médicaments basés sur le génie génétique destinés à un petit nombre de patients souffrant de pathologies très spécifiques sont soumis à des normes de contrôle élevées, mais pas,
Curieusement c'est moi qui ajoute, mais pas les médicaments basés sur le génie génétique déclarés juridiquement comme vaccins contre les maladies infectieuses et injectés à des personnes en bonne santé, point d'exclamation, ce qui est absurde. Depuis 2021 et jusqu'au 2 décembre 2022, près d'1 milliard de doses de ces vaccins, entre guillemets, ont été administrées à des personnes dans l'Union européenne, jusqu'en octobre 2022, sur la base d'autorisations uniquement conditionnelles. Cela a été rendu possible par l'influence de puissants lobbies. Avec la directive 2009-120-CE, la Commission européenne a exclu dès 2009, sans la participation du Parlement européen, les vaccins contre les maladies infectieuses du groupe des médicaments de thérapie génique. Donc là, fin de citation pour l'instant. Donc je vous fais un petit résumé de ce paragraphe qui est important. Ce que dit l'article, ce que disent les juristes dans cet article, c'est que en 2009, la Commission européenne, qui est donc le gouvernement de l'Union européenne, sans la participation du Parlement, a publié une directive en vertu de laquelle, alors que les traitements de thérapie génique qui sont délivrés à des personnes en très petit nombre qui souffrent de maladies rares sont très très réglementés, eh bien on a fait sortir, par contre, les vaccins contre les maladies infectieuses, ce terme étant mis entre guillemets, du groupe des médicaments et des thérapies qui doivent être parfaitement réglementés et très strictement réglementés. On voit évidemment pourquoi. Donc je vais un peu plus loin dans l'article. En principe, les études cliniques ne peuvent pas être lancées sans les résultats des études précliniques. Celles-ci mettent généralement en lumière, entre autres, la distribution des vaccins dans l'organisme, y compris dans le cas des médicaments de thérapie génique, le risque de transfert de gènes dans la lignée germinale, les modifications possibles du matériel génétique des cellules, ce qu'on appelle la génotoxicité, les risques de cancer, l'influence des vaccins sur les paramètres importants des fonctions de base du corps et les interactions avec d'autres médicaments. Les études pluriannuelles contrôlées par placebo sont les talons or. Conséquence de cette définition, à ce jour, il n'est pas scientifiquement prouvé que les préparations administrées en masse ne sont pas génotoxiques ou cancérigènes. Malgré cela, en octobre 2022, les autorisations de mise sur le marché conditionnelles de Pfizer, BioNTech et Moderna ont été transformées en autorisations de mise sur le marché régulières par la Commission européenne sur recommandation du Comité des médicaments à usage humain. La Commission a ainsi enfreint des dispositions légales, concrètement l'article 14A, paragraphe 8 du règlement 726-2004 et l'article 7 du règlement 507-2006. Ceux-ci stipulent qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnel ne peut être convertie en une autorisation de mise sur le marché normal que lorsque le fabricant a rempli toutes les conditions imposées par l'autorisation de mise sur le marché conditionnel. Ainsi, la condition initiale était de poursuivre les études cliniques contrôlées par placebo et d'en présenter les résultats avant fin 2023 ou 2024. En 2021, il a été révélé que Pfizer, BioNTech et Moderna avaient dissous les groupes de contrôle de leurs études, qui n'avaient reçu qu'un placebo, malgré l'obligation qui leur était faite dans le cadre de l'autorisation conditionnelle. La raison invoquée pour la dissolution du groupe de contrôle était qu'il était éthiquement problématique de priver des personnes non vaccinées du vaccin. La condition préalable devrait toutefois être que l'efficacité du vaccin soit prouvée. Mais n'est-il pas plutôt contraire à l'éthique d'autoriser l'utilisation générale d'une préparation dont l'efficacité à long terme et surtout les facteurs de sécurité n'ont pas été systématiquement testés par rapport au groupe témoin ? Dans son évaluation officielle de la demande de Pfizer-BioNTech visant à transformer l'autorisation de mise sur le marché conditionnel en autorisation de mise sur le marché normal, le comité de l'Agence européenne du médicament constate expressément ce processus contraire aux conditions d'autorisation. Il reconnaît également qu'en raison de la suppression du groupe de contrôle, la poursuite de l'étude est devenue inutile, car il ne faut plus s'attendre à un gain de connaissances supplémentaires sur l'efficacité et la sécurité du produit. Effacement des traces à grande échelle, l'industrie pharmaceutique et les autorités entravent, de fait, les éclaircissements scientifiques. Mais au lieu de sanctionner immédiatement les fabricants conformément à l'article 20A du règlement 726-2004 et de modifier, suspendre ou retirer l'autorisation conditionnelle, rien n'a été fait. Récemment, la Commission a même accordé l'autorisation normale. La violation des conditions a ainsi été récompensée de facto. Les fabricants ne sont pas incités à réaliser des études volontaires à long terme. Les données à long terme sur la sécurité des vaccins ARN messagers ne peuvent plus être collectées dans les groupes de contrôle. La FDA américaine et d'autres autorités se montrent tout aussi généreuses. Les fabricants ne sont pas incités à réaliser des études volontaires à long terme. Ils ne fournissent en effet que les gouvernements qui leur garantissent une exonération de responsabilité en cas de dommages liés à la vaccination. Fin de citation provisoire. Je rappelle d'ailleurs à ce niveau-là qu'en Inde, quand Pfizer a demandé une autorisation, on lui a demandé
certaines garanties et certaines données scientifiques qu'elle a refusé de fournir, et résultat, il n'y a pas de diffusion de Pfizer en Inde. Je reprends la citation. L'avenir montrera si des exonérations aussi étendues, de surcroît dans des contrats comportant des passages tenus secrets et caviardés pour le public, sont juridiquement défendables ou inefficaces, parce que contraires aux bonnes mœurs et le cas échéant collusoire, c'est-à-dire s'il existe éventuellement une coopération illicite entre plusieurs participants pour nuire à des tiers. Ni l'agence européenne, ni le gouvernement fédéral, ni les autorités subordonnées n'ont lancé d'études approfondies en double aveugle et contrôlées par placebo. Je suspends à nouveau la citation. Je vous rappelle que ces études en double aveugle et contrôlées par placebo étaient par contre exigées pour admettre qu'un médicament comme l'hydroxychloroquine, qui existe depuis 70 ans, soit utilisé avec l'avis d'experts à travers le monde, de même que l'ivermectine d'ailleurs, pour soigner les malades du Covid. Là, on exige une étude en double aveugle, mais par contre, pour les vaccins ARN messagers, avec des procédures, on le voit ici, on le rappelle ici, qui sont complètement illégales, bien là, il n'y a pas de problème, ça passe crème. Je poursuis la citation. Les données d'observation issues de l'administration par milliards de préparations d'ARN messager ne peuvent pas remplacer une étude rigoureuse et contrôlée par placebo. C'est d'autant plus vrai lorsque la collecte et l'évaluation des données sur les dommages potentiels des vaccins sont aussi déficientes que celles auxquelles nous assistons actuellement. L'influence des lobbies sur les autorisations de mise sur le marché a conduit à l'annulation de règles fondamentales du droit médical. Lorsque des personnes en bonne santé sont vaccinées, il faut des normes de sécurité plus élevées que lorsque des personnes gravement malades sont soumises à un essai thérapeutique avec des médicaments de thérapie génique. Un tel désastre en matière d'autorisation ne doit pas se reproduire. Pour cela, il est avant tout nécessaire de retirer la définition juridique selon laquelle les vaccins contre les maladies infectieuses basés sur des gènes ne sont pas des médicaments de thérapie génique. Le gouvernement fédéral doit s'en charger directement auprès de la Commission européenne. On rappelle que c'est un article allemand, donc quand on parle de gouvernement fédéral, on parle du gouvernement fédéral allemand, évidemment. En outre, l'action de l'Agence européenne du médicament et de la Commission européenne, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans la crise Corona, devrait être examinée par une commission d'enquête en raison de forts soupçons de violation du droit. Fin de citation. Désolé, c'était un peu long, mais c'est à nouveau très important. Les auteurs de l'article sont cités au bas de l'article, vous verrez ça dans le lien. Alors, je ne vous ai pas tout lu, mais j'ai lu quand même l'essentiel. En vue du contenu de cet article, je doute fort qu'il soit remis en ligne et je parierais volontiers quelques centimes sur le fait qu'il s'agit d'une belle petite censure en bonne et due forme. La parole donnée à ces juristes et avocats n'a pas dû plaire à l'éditeur de cette publication qui semble bien être mainstream. En Belgique à présent, un symposium était organisé le 4 février par le Conseil de l'Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon. Ceci a donné l'occasion d'un excellent retournement de situation puisqu'une unanimité s'est dégagée contre l'obligation vaccinale des soignants. J'ai déjà posté sur mes canaux Telegram des vidéos courtes montrant notamment le docteur Alain Collignon interrogé à la sortie du symposium. Ensuite, le docteur David Bouillon a été interviewé sur France Soir expliquant comment évolue la situation et ça va donc dans le bon sens à ce niveau-là comme vous le verrez en écoutant la vidéo. Puisque les soignants belges sont donc à l'abri, semble-t-il, d'une injection obligatoire ou d'une menace de suspension comme celle qui frappe les soignants français, l'écoute de cette vidéo me semble très importante et je vous mets le lien sous cette capsule. Je rappelle qu'à l'heure qu'il est, la France est toujours le dernier pays du monde à suspendre les soignants non vaccinés. Et par contre, et comme l'explique aussi le docteur Bouillon dans cette interview sur François, il y a encore un énorme silence scandaleux et coupable autour de la gravité et du nombre des effets indésirables. Au niveau européen à présent, une nouvelle arrestation a eu lieu dans le cadre des affaires de corruption au Parlement européen. Je vous avais parlé de l'affaire Eva Kaili, je reviens dans cette affaire, puisque l'eurodéputé belge Marc Tarabella a été interrogé par la police belge, comme l'annonçait le 10 février le site Euronews. Il a été placé en garde à vue. Je vous lis un petit extrait de cet article, je cite « Le parlementaire belge attend désormais une audience devant un juge qui pourrait décider de le libérer ou de le mettre en examen, dans le cadre de l'enquête qui progresse », confirme le parquet fédéral belge à Euronews, sans préciser les éventuelles charges qui pourraient être retenues. L'eurodéputé devra être entendu dans un délai maximum de 48 heures. Depuis que son nom est mêlé au scandale, Marc Tarabella a toujours clamé son innocence. L'opération de police a eu lieu vendredi matin, donc le 10, entre 6h et 8h. Les eurodéputés bénéficient d'une immunité, ce qui les préserve d'une détention et de poursuites judiciaires. Mais Marc Tarabella a perdu ce statut, donc cette immunité, la semaine dernière, à l'issue d'un vote en séance plénière du Parlement européen. L'élu belge a d'ailleurs voté en faveur de la levée de son immunité. L'eurodéputé italien Andrea Cozzolino ne dispose plus non plus de la protection de son mandat parlementaire.
Depuis les révélations mi-décembre, 4 personnes sont officiellement mises en examen. Eva Kaili, donc, dont je parlais il y a un instant, son compagnon Francesco Giorgi, l'ancien député Pier Antonio Panzeri et le directeur d'une ONG, Niccolò Figa Talamanca. Ils sont poursuivis pour participation à une organisation criminelle, corruption et blanchiment d'argent. Eva Kaili, Francisco Giorgi et Pier Antonio Panzeri sont toujours en prison, tandis que Niccolò Figa Talamanca a été libéré au début du mois sans condition. L'enquête porte sur des activités de lobbying illicites qui auraient été menées par le Qatar et le Maroc dans le but d'influencer le processus décisionnel de l'Union européenne. Les deux pays nient vigoureusement ces allégations. Alors un peu plus loin dans l'article, l'avocat du parlementaire belge insiste sur le fait que son client n'a jamais accepté d'argent ou de cadeaux du Qatar, donc affaire à suivre là aussi. Pour terminer enfin, une petite citation, je cite. Derrière le gouvernement visible se tient fermement assis sur son trône un gouvernement invisible qui n'admet ni responsabilité ni allégeance envers le peuple. La destruction de ce gouvernement invisible, le démantèlement de cette alliance impie entre un monde de l'entreprise corrompu et un monde politique qui l'est tout autant, doit constituer la première tâche inscrite à l'agenda de tout homme d'État. Fin de citation. C'est une citation de Theodore Roosevelt qui date de 1913. Alors Theodore Roosevelt, qu'on appelait aussi Teddy, fut notamment vice-président des USA en 1901 et puis ensuite président pendant 8 ans de 1901 à 1909. C'est aussi l'un des personnages dont l'effigie est sur le mont Rushmore aux USA à côté de George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln. Donc l'année de cette citation, c'est-à-dire 1913, étant, sauf erreur, l'année de la création de la Banque fédérale aux USA. Et donc les temps ont bien changé, puisque lorsque nous disons la même chose aujourd'hui, eh bien nous sommes de vilains complotistes. Voilà, c'était donc une assez longue capsule aujourd'hui, et vous voyez pourquoi j'en ai fait une intermédiaire, malgré que j'avais annoncé que je ne ferais rien cette semaine, parce que si je laisse aller comme ça, si je veux vous parler de tout ce qui est intéressant et qui sort de plus en plus vite, j'en aurais eu pour des heures. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus long que d'habitude, je suis désolée. Un peu plus de lecture aussi, mais on a vraiment des textes importants et des sources importantes, donc il fallait vraiment que je m'attarde un petit peu là-dessus. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et tenez bon. À bientôt, au revoir.